Une fois les problèmes de discipline résolus, je m'étais bien adapté à ma nouvelle classe. Chaque année apportait son lot de nouveautés. J'avais conservé ma technique de classeur. Pour améliorer leur efficacité, j'avais innové en fabriquant des calques à l'aide de chemises cartonnées. Chaque matin, après l'exercice systématique d'orthographe, les élèves sortaient une feuille du classeur, ils la glissaient sous le calque et complétaient les exercices en utilisant un crayon de papier. Au cours de la journée, en fonction de leur temps libre, ils pouvaient exécuter tout ou partie de ces exercices. Le soir, avant la sortie, nous les corrigions tous ensemble, qu'ils aient eu le temps de les terminer ou non. Le procédé se révéla terriblement efficace. Mon seul souci était que, chaque début d'année, je devais à nouveau fabriquer une série d'une trentaine de ces calques. Je n'avais pas trouvé d'équivalent dans le commerce. Par mesure d'efficacité, je décidai également de réussir à sortir à 17 heures sans avoir de cahier à vérifier. J'avais constaté par expérience qu'un contrôle en présence de l'élève était beaucoup plus efficient qu'une correction le soir à la maison. Sauf à vouloir présenter un cahier parfaitement vérifié aux parents ou à l'inspecteur, le résultat était nul au niveau de l'élève. Chaque enfant venait à tour de rôle à mon bureau me présenter son travail du jour. Je pouvais ainsi faire une correction rapide tout en lui expliquant, si nécessaire, son erreur. Là aussi, l'efficacité fut au rendez-vous et j'y gagnai un temps précieux hors des horaires de classe. Je pouvais consacrer ce temps libre à mes activités de direction qui devenaient de plus en plus chronophages au fil des ans. Cela me permettait aussi d'être à la disposition de Juliane en lui préparant des polycopiés d'exercices pour sa classe de cours élémentaire deuxième année. Plus les années passaient et plus je devais intervenir. Souvent le matin, juste avant d'entrer en classe, elle descendait paniquée. Elle ne trouvait plus ses documents du jour. J'avais pris l'habitude d'avoir toujours un double sous la main ou un carbone prêt pour le passage à la Renéo. Puis, après avoir acquis une photocopieuse, grâce aux économies réalisées sur l'achat des fournitures, je pus faire le tirage qui, bizarrement, manquait toujours au dernier moment. Elle servait à toutes les autres collègues. Nous étions les seuls à cette époque à en posséder une. La mairie de La Rochelle décida, beaucoup plus tard, d'équiper les autres établissements de la ville, mais j'étais déjà parti en retraite. Un jour, je reçus un appel de madame Yvonnet me prévenant que j'allais bientôt recevoir du matériel informatique. Le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, avait décidé d'équiper les écoles élémentaires, seulement toutes n'étaient pas dotées du même matériel. La plupart ne recevaient qu'un ordinateur, un Thomson TO7. Je ne voyais pas très bien quel usage pratique on pouvait faire de cet appareil dans une classe de 25 à 30 élèves. D'autres plus chanceuses se voyaient attribuer un nanoréseau. C'était un ensemble de 6 terminaux reliés à un serveur. Certes, le serveur n'était pas très puissant et sa mémoire vive était seulement de 512 kilooctets. Sur les terminaux, on installait ce que l'on appelait une cheminée. C'était en fait une extension de la mémoire vive. Je répondis à mon inspectrice que si c'était pour me voir attribuer un seul appareil, je n'étais pas intéressé. Je ne voyais pas quelle utilisation pratique je pourrais en faire. Elle me répondit que l'école Valin allait recevoir le nanoréseau. Je suivis une demi-journée de formation, durant laquelle j'appris à connecter tous les appareils entre eux. Je reçus en plus un ensemble de 11 livres, plus techniques les uns que les autres, qui devaient nous servir à apprendre et à comprendre le fonctionnement de l'ensemble. Le tout était accompagné d'une imprimante à aiguille. Qu'allais-je faire de tout ce matériel ? 6 ordinateurs, à raison de 2 enfants derrière chaque appareil, cela faisait 12 gamins occupés. Que faire des 12 autres ?
j'eus l'idée d'utiliser l'ensemble le jour de la reconstitution de texte. Une fois la préparation terminée en classe, nous montions dans la salle informatique que j'avais aménagée et, pendant qu'un groupe travaillait le texte sur le cahier du jour de façon traditionnelle, l'autre groupe, assis derrière les ordinateurs, manipulait le stylet qui servait de souris et effectuait le même exercice à partir du document que j'avais préalablement enregistré dans le logiciel de traitement de texte présent sur le nanoréseau. Ce n'était pas très rapide. Je me rappelle que pour effectuer un copier-coller, il fallait plusieurs secondes, le temps que l'appareil réagisse à chaque clic du stylet. La manipulation était très ludique. Les touches copier-coller et couper se présentaient sous forme de petits boutons qu'il fallait actionner et qui ressemblaient à des tiroirs. Lorsque le texte était reconstitué, on lançait l'impression. Le tirage accompli, le document papier était collé sur le cahier du jour. À tour de rôle, chaque semaine, le groupe changeait. Celui qui avait travaillé de façon traditionnelle prenait place devant l'ordinateur et l'autre utilisait le bon vieux stylo à billes pour réaliser son exercice écrit. Mes relations avec le SNI n'allaient pas en s'améliorant. Depuis mon arrivée à Valin, j'avais participé aux réunions organisées par la mairie et j'avais été désigné par mes collègues comme un de leurs représentants à la commission des directeurs. Nous devions débattre de tous les problèmes inhérents aux relations avec la mairie, relatifs aux fournitures, à la surveillance interclasse de la cantine et à tout autre sujet comme les inscriptions en début d'année scolaire. Cette nomination ne plut pas aux dirigeants du SNI. L'année suivante, la date de la réunion avait été fixée et les convocations adressées dans les écoles. À Valin, je n'avais rien reçu. Je fus averti par un de mes collègues directeurs. J'avais gardé de bons copains parmi les adhérents de ce syndicat, et ils n'appréciaient pas ma mise à l'écart que rien ne justifiait, si ce n'est que j'avais adhéré à un syndicat concurrent. Mais ce n'était pas une réunion syndicale, c'était une réunion décidée par la mairie. Elle s'adressait à tous, sans tenir compte des attaches syndicales ou politiques des participants. « Viens quand même, me dit mon collègue, il n'est pas normal que tu ne sois pas invité. » Le jour venu, j'allai au rendez-vous. Je reçus un accueil amical de mes collègues présents dans la salle. Tout se gâta lorsque les responsables du SNI se présentèrent et allèrent s'asseoir en face des participants. S'adressant à moi, Arias, membre du SNI mais non directeur, me dit « Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu n'as pas été invité, que je sache. » « Cette réunion est une réunion de la commission municipale et des directeurs d'école, lui répondis-je, et je suis un de ses représentants. Il me semble donc légitime que j'y assiste. Tu n'as rien à faire ici. Tu sauras que c'est nous qui contrôlons la commission et c'est nous qui préparons les convocations. Tu peux protester si tu veux auprès de la mairie, ça ne changera rien. Je te demande de sortir. Très bien, si c'est ça ta notion de la démocratie, j'apprécie. Il ne faudra pas venir vous plaindre si un nombre croissant de nos collègues vous quitte. Je m'en vais et je vous laisse à vos magouilles. Cette altercation avait jeté un froid dans la salle. Je vis la mine contrite d'un certain nombre de mes collègues. Je me levai calmement et je quittai la salle, non sans leur avoir adressé un salut amical. J'appris, par la suite, que quelques directeurs et directrices avaient protesté le lendemain en renvoyant leurs cartes de syndiqués aux responsables. La santé de Joliane ne s'était pas améliorée. Au fil des années, la même scène se reproduisait tous les ans au printemps. Elle venait me dire qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle n'avait pas fait d'éveil durant les mois précédents. Il est vrai que, par souci de bien faire, elle passait beaucoup de temps sur les matières essentielles, le français et les mathématiques. Elle voulait que les enfants aient tous compris et qu'ils aient tous réussi les exercices proposés. Elle ne savait pas respecter un horaire défini. Aussi, certaines matières, l'histoire, la géographie et l'éveil, en pâtissaient. Chaque année, je lui répétais la même chose. Bon, pour cette année c'est trop tard, mais pour l'an prochain, prends la décision de te limiter et de respecter les horaires. Celles et ceux qui n'auront pas toutes assimilé reverront les mêmes notions l'an prochain, et ils auront 1 an de plus.
Ils seront mieux à même d'assimiler ce qu'ils n'auront pas acquis cette année. C'était peine perdue. Chaque année, la même scène se reproduisait. Elle finit par craquer définitivement, et elle repartit pour plusieurs mois à la Verrière pour se soigner. La mairie avait décidé, à la suite de nouvelles directives, de supprimer les logements de fonction et d'accorder aux directeurs une indemnité compensatrice afin de leur permettre de se loger en ville. Cela tombait bien. Les travaux rue de la Digue étaient achevés. Pendant l'absence de Joliane, chaque soir, à l'aide de mon fourgon Volkswagen, j'entrepris d'emporter peu à peu l'essentiel du contenu de nos meubles dans notre pavillon. Lorsqu'il ne resta plus que les gros meubles, je commandai le déménagement à l'entreprise située juste à côté de l'école, rue du Duc, et je m'installai définitivement au bout du Mail. Le matin, je venais travailler soit en voiture, soit à vélo, lorsque j'eus revendu le garage que j'avais acheté au sous-sol d'un immeuble dans la rue du Duc.